Voilà, donc nous allons faire une présentation à deux voix, deux temps, sur le même projet. C'est même projet de langue. Hein, et en deux langues. Et en deux langues. Je vais parler français, il va parler espagnol. Donc moi je suis professeur émérite à la retraite qu'ils disent du DDL. Et ça fait 30 ans que je travaille au Nicaragua avec un petit groupe indien à documenter et revitaliser leur langue. Et Israël Celaya est un Nicaraguayen qui m'a contacté par internet il y a 2 ans et qui est devenu doctorant en Norvège à appuyer le projet Rama de revitalisation avec l'apport qu'il a, lui, là-dedans. Et il vient d'arriver pour travailler sur sa thèse avec moi pendant plusieurs semaines ici. Donc on a profité de sa présence pour le faire parler. Donc ce que nous présentons, c'est dans le cadre d'un projet de recherche de DDL, d'autres laboratoires dynamique du langage, une ANR qui s'appelait LED-TDR, Langues en danger, terrain, description et surtout revitalisation. Donc là, on va parler de la partie revitalisation. Nous, on trouvait que notre travail, c'était l'intellectualisation du travail sur les langues en danger, donc de penser les choses, de les faire et puis après de les penser. Je travaillais avec James Costa et Michel Baird. James Costa qui était de ICAR. Et ce que nous faisions, vous voyez là, voilà. Là, aujourd'hui, ce qu'on veut vous présenter, c'est une partie de notre réflexion sur la didactique de langues menacées. Dans ce cas-là, une langue très, très menacée. Donc moi, je vais vous faire une introduction au projet de langue Rama, surtout après le Mapudungun, pour que vous voyez les conditions de travail, les conditions de terrain. J'ai oublié de dire, la dame avec les grands cheveux, vous ne connaissez pas, c'est Natacha Chevrier, qui est une doctorante qui travaille sur les mêmes langues en phonologie et sur la question entre autres d'obsolescence en Rama, la perte des sons compliqués du Rama. Donc voilà, elle est là parce qu'on est sur le terrain ensemble. Et elle est donc nous allons au Nicaragua. Nous sommes en Amérique centrale. L'Amérique centrale, c'est ce coin-là. Et voilà, nous sommes les voisins du Honduras, les voisins du Costa Rica. L'important à savoir, c'est que le pays est divisé en 2 régions, ce qu'on appelle la côte atlantique ou la côte des Caraïbes et la côte du Pacifique. Et les caractéristiques des 2 côtés, évidemment c'était plein d'Indiens au moment où les Espagnols sont arrivés. Les Indiens du Pacifique, j'ai perdu mon petit truc. Les Indiens de la côte Pacifique ont perdu leur langue depuis un certain temps. Les Indiens sur la côte Atlantique sont des groupes très organisés et la région atlantique a obtenu son autonomie avec des lois qui reconnaissent tous les groupes ethniques et toutes les langues. C'est dans cette dynamique que le Rama a été pris. Et je vous présente un Indien du Pacifique qui est en train de redécouvrir ses racines et qui est en train de trouver dans les petits livres que j'ai chez moi des mots que sa grand-mère disait. Voilà, donc c'est un vrai Nicaraguayen qui vient du Pacifique et qui cherchait des Indiens qui parlaient encore quelque chose. Voilà. Donc en 86, quand moi j'ai commencé en 85 à peu près, ça fait un petit bout de temps. En 86, on avait les statistiques de 82, c'était très nouveau, comme il dit. Voilà tous les groupes ethniques qui sont sur cette côte des Caraïbes. Les Métis et les Espagnols, maintenant, ils envahissent complètement la région. Les Miskitos sont importants à connaître. Ce sont des Indiens dominants. C'est un peu les Romains de l'époque. C'est les Incas du Sud. C'est-à-dire qu'ils avaient dominé les autres avec une langue très forte. Aujourd'hui, beaucoup de locuteurs. Les créoles sont les descendants des esclaves noirs qui ont atterri sur cette côte, des esclaves qui se sont sauvés. Et ensuite des gens qui ont participé à la construction du canal de Panama. Et quand le canal de Panama a été terminé, ils n'avaient plus de boulot. Et ils sont remontés à pied. Et à ce moment-là, au Nicaragua, il y avait du travail. Donc une population noire qui parle le créole anglais de la Jamaïque. Vous savez, Bob Marley. Voilà. Ça, c'est Bob Marley. Ça s'appelle MCC, Miskito Coast Creole. C'est du créole anglais. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Ramas parlent ce créole et ne parlent pas l'espagnol. Les Soumous, en fait, on a découvert que c'était plusieurs groupes. Maintenant, mais c'est un autre groupe. Il y en a 2. Il y en a du nord et du sud. Les Caribes, c'est un tout petit groupe. J'en parlerai pas trop. Et à chaque fois, je perds mon machin là.
Et voilà, donc les ramas, c'est les chiens des chiens. Les ramas, c'est les niggers. Les ramas, c'était quand moi je suis arrivée, les sauvages. Et on disait qu'il n'y avait plus de langue rama, et ils étaient, vous voyez, à peu près 700, on disait. Depuis, on a découvert, c'est une langue Chibcha, qui est une famille qui va au Costa Rica, Colombie. C'est une grande famille, et eux, c'est les plus au nord, avec un petit groupe au Honduras. Nous, ouais. Juste toutes ces langues, le Nicaragua, c'est un territoire qui est grand comment? C'est à peu près la France, c'est un peu plus petit que la France. Oui, c'est grand comment? Ouais. La côte atlantique, c'est la moitié du pays, mais il n'y a pas de route. Ouais. Il faut y aller en bateau, on descend des rivières ou on prend un avion. Et alors, la région Rama dont je vous parlais, c'est très difficile d'y aller avec des bateaux par la mer et tout ça. Donc moi, on m'avait dit, il y a 3 vieux sur l'île de Ramaki. Et donc, j'ai commencé par chercher des locuteurs. En cherchant bien, oh, il est très sensible ce truc. En cherchant bien, j'en ai trouvé au total 58. On m'en a indiqué à peu près 58, mais alors vous voyez de compétences différentes. En 86. En 86. Pourquoi c'est marqué 700 tout à l'heure? Non, des gens. Les gens, l'ethnie par rapport au locuteur. D'accord. Ok. Donc l'ethnie avait 700 personnes. Ils disaient, ils m'ont dit, ah oui, il y a 3 vieux sur l'île de Ramaki qui n'ont jamais voulu me parler. Mais j'ai trouvé une vieille dame qui voulait bien me parler, qui m'a amené sa famille, les voisins. On a fait un recensement ensemble et elle me disait, oui, il y a mon oncle, il y a ma tante, il y a mon neveu, il y a le voisin, il y a le truc. On a recensé 31 donc locuteurs natifs, intéressant beaucoup plus d'hommes que de femmes. J'en ai interviewé 18 et des 18, je n'ai pu vraiment travailler qu'avec 3. Voilà, donc ça, je n'ai pas pu aller dans la zone où étaient les locuteurs jusqu'en 93, c'était la zone de la guerre de la Contra. C'était la contre-révolution sandiniste, tout ça, c'était zone de guerre. Il n'y a que, ça faisait 8 ans plus tard que j'ai pu aller les trouver. Et ça, c'est une photo historique pour moi. Regardez, vous voyez là. Et avec des locuteurs, voilà, c'était un groupe de locuteurs. Regardez la brochette du premier rang. Et voilà, ce qui s'est passé depuis 93, c'est que celle-là, elle est morte, celle-là, elle est morte. Mais celle-là et celle-là sont maintenant actives. Et voilà la personne dont je vais surtout vous parler. Et puis un vieux qui adore, qui maintenant vient avec nous, et le Walter de Ramaki. Donc cette photo, elle a l'air de rien, quoi. Elle a une bande d'Indiens mais j'ai mis quand même 6 ans à les rassembler, à les avoir sur une photo. Et voilà à quoi ressemble là où ils habitaient, là où ils habitent, dans la jungle. Je cherche mon curseur, voilà. Et donc tout compte fait, je n'ai pu travailler qu'avec 3 personnes qui ont bien voulu me regarder dans les yeux, qui ont bien voulu m'écouter, qui étaient assez urbanisés pour me parler. Surtout ce personnage très intéressant de Miss Nora, qui est un génie, une linguiste naturelle, qui voulait sauver la langue, qui voulait donner sa langue à quelqu'un. Donc elle a été mon ancrage. Je l'ai rencontrée en 85 et elle a ramené littéralement, la tirant par les cheveux, Christina, qui était de la jungle, qui ne voulait pas venir et qui était très timide et qui est la meilleure locutrice qu'on avait. Elle n'avait jamais arrêté de parler la langue. Miss Nora était une semi-locutrice. Et puis à elles deux, elles ont été envoyées un message au Costa Rica à ce chef de la Contra de revenir pour nous aider avec le projet. Donc j'ai eu 3 personnes pour travailler. Je savais qu'il y avait d'autres gens. La plupart sont des gens qui ne voulaient même pas me regarder dans les yeux et qui étaient effrayés et ne me disaient rien du tout. Donc le fait que j'en ai trouvé 58, ça n'a pas beaucoup aidé, tout compte fait. Et les 3 vieux de l'île ne m'ont jamais parlé. Et donc Miss Nora a déclaré au bout d'1 an et demi qu'elle voulait enseigner le rama. Alors, on ne voit pas là, mais sans chaussures, analphabète, jamais mis les pieds dans l'école. C'était la révolution et elle a dit je vais faire ça. C'était un très beau geste. Et elle a été accompagnée, non, ça c'est moi qui ai fait ça au tableau, vous voyez, pour l'aider. Donc, on faisait le visage, là, ce jour-là. Elle a été accompagnée pendant 2 ans, 3 ans, par une Norvégienne, oui, Juliana, une Norvégienne. Finlandesa. Une Finlandaise. Il y a un rapport très intéressant entre la Norvège, Finlande et le Nicaragua. Je pourrais vous raconter plus tard. Une volontaire est restée 2 ans sur l'île et elle faisait du Total Body Response. Elle a appris à Miss Nora à faire des gestes pour encourager les enfants. Voilà, donc c'est ce que vous voyez sur les photos. Ça, c'est les cheveux, ça, c'est apparemment les lèvres. Et là, elle leur enseignait courir.
Elle leur a enseigné, courez, levez-vous, asseyez-vous, fermez les yeux, ouvrez la bouche, des trucs comme ça. Et tous les ans, et donc, elle est devenue un héros régional, national. Ça, c'est la bibliothèque de l'université régionale Huracan. Et le groupe de femmes activistes du campus ont insisté pour que la bibliothèque, quand il y a eu un concours de comment on allait appeler la bibliothèque s'appelle Bibliothèque Miss Nora. Ce qui est très intéressant parce que vraiment, non seulement d'être indien, c'est déjà pas très bien dans la région, d'être indien Rama, mais vraiment c'est les der des der, de prendre une vieille femme Rama comme emblème pour la bibliothèque, c'était pas mal. Bon, il y a une petite histoire où entre-temps ils ont effacé et l'année dernière j'ai été rouspétée, ils l'ont remis. Parce qu'évidemment les mecs aimaient pas trop ça. Et voilà le genre de matériel qu'on a eu, notre petit emblème, qu'on a eu pendant cette époque, dans les années 80. Nous, on a fait à l'université d'Oregon, j'étais aux États-Unis à l'époque, on a fait un calendrier, on a fait un petit dictionnaire et on a fait un alphabet, parce que tout le monde, voilà. Et c'était, à part l'alphabet, c'était Miss Nora qui nous disait cette année je veux des insectes, cette année je veux je sais pas quoi. Et c'était des étudiants d'Oregon qui faisaient des beaux trucs plastifiés qu'on lui apportait. Elle montrait les images et elle faisait le truc. Ça, c'est je sais pas qui l'a fait, c'est un des instituteurs de l'UNI. Et là, ils savent tous les ramas savent compter jusqu'à 5. Langue amazonienne, langue des terres basses, il n'y a pas plus de numéros que 5 dans la langue, donc ça va. Et puis elle est morte en 2001 d'un cancer. Et Walter a pris le relais à Ramaki et il a pris le créneau de Miss Nora, mais il n'a aucun charisme. Je ne sais pas du tout l'effet qu'il a eu, alors que Miss Nora, pendant 10 ans, elle a vraiment lancé toute une génération de gens qui savent plein de mots, au moins. Entre-temps, il y a un territoire Rama créole qui a été reconnu et démarqué, pour lequel la langue Rama était importante parce qu'on a fait en Rama les toponymes du territoire. Donc ça a démarqué jusqu'où ils occupaient le territoire. Quelques personnes qui avaient été plus ou moins des étudiants de Miss Nora se sont mis à enseigner un peu le Rama sur Ramaki. Et puis dans la jungle, en bas, là où j'avais été en 93, Pedro, le fils de Miss Nora, quand sa mère est morte, s'est présenté comme le dernier locuteur. C'est The last speaker is dead, long live the last speaker. C'est ce qu'on sait socialement de ces situations. On dit il y a un dernier locuteur et dès qu'il meurt, il y a le prochain dernier locuteur qui arrive derrière. Donc il a joué un peu ce jeu, ce rôle, et il s'est mis à enseigner le Rama alors qu'il était vraiment semi-locuteur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque-là, sa femme, Christina, s'est complètement effacée. Et quand lui faisait les discours, elle était derrière. Quand il marchait, il était à la télé, interviewé, elle se tenait derrière. Personne n'aurait su que c'était la meilleure locutrice et que c'était celle qui avait donné les données de la grammaire. Je dis ça parce que voilà, ce que va montrer Israël et le rôle que Christina aujourd'hui, c'est-à-dire 20 ans plus tard, elle émerge et elle devient l'enseignante du Rama. Donc les dernières années, là, on a bien regardé ce qui se passait avec ce projet et je travaille avec Bénédicte Pivot qui a fait une thèse sur la revitalisation du Rama et du franco-provençal comme étant des situations, malgré les grandes différences, très parallèles, de langues qui ne deviendront jamais des langues vernaculaires, elles ne seront jamais enseignées par des parents à leurs enfants, mais des langues que les populations veulent garder, conserver, utiliser pour un rôle très symbolique d'identité, de reconnaissance. Et nous, devant la confusion totale qui se passait au Nicaragua, avec Bénédicte, on a fait un petit discours, on a dit mais on va l'appeler une langue trésor. Pour dire que ça n'est pas une L1, c'est pas leur langue maternelle, eux ils parlent le créole, c'est pas une L2, c'est pas une deuxième langue, ça ce sont les langues officielles standards. Eux, ils parlent quelque chose qu'on a appelé la langue trésor. Et on a fait ça parce qu'à cette époque-là, le département d'éducation bilingue disait « Ah, pour les Ramas, on va faire bilingue, espagnol, Rama. » Ah, top. Il n'y en a pas un qui sait l'espagnol sur l'île, ils parlent tous le créole, Ramaki créole, et il n'y a personne qui parle Rama. Donc un système de dire, mais ils se croyaient très généreux, révolutionnaires, et je ne sais pas trop quoi, de dire les Ramas, on leur donne leur éducation bilingue en espagnol Rama. Donc on s'est mis un peu là-dedans à essayer de hurler et de dire
c'est pas ça. Ça n'aidait pas que les Ramas disaient que c'était leur langue maternelle. Parce qu'ils disaient I know it, one word. C'est-à-dire qu'ils savent tous les mots que Miss Nora leur a enseignés, et donc ils disent aux extérieurs, oui, on parle Rama, one word. Voilà. Donc les Espagnols, ils me disaient, les métis, ils me disaient, bah si, ils disent qu'ils parlent Rama. Mais voilà, une espèce de cauchemar. Voilà. Donc notre notion de langue post-vernaculaire, c'est que c'est ni une langue 1 ni une langue 2, puisqu'ils parlent le créole de toute façon. Mais eux, ils disent que c'est leur langue. Et ils disent même que c'est leur langue maternelle. Bon, parce qu'ils disent le créole, et c'est ce qu'ils parlent, ils disent c'est la langue de l'autre. Other man, other one. Mais ils veulent leur Rama pour identité et usage démonstratif, pour montrer qu'ils sont Rama. Notre proposition, c'est de l'appeler une langue trésor. Alors, parce que en Amérique latine, on entend lengua originaria, on entend lengua ethnica, on entend aux États-Unis, on entend ancestral language, de ces langues qui ont presque disparu, que les gens veulent revitaliser. Et la Rama, ça leur dit rien du tout, ni originaria, ni ethnica, ni... hop, je suis partie... Et donc nous, on s'est mis comme ça, je sais plus, vous savez, le soir avec beaucoup de rhum et très fatigué, et si on l'appelait une langue trésor. Alors il y a beaucoup de gens qui me disent, faut pas l'appeler comme ça, et je sais pas trop quoi. C'est exactement ce qu'il faut faire pour les Ramas. Parce que trésor, c'est un lieu de pirates. Hein. Bluefields, c'est le nom d'un pirate hollandais, après tout. Hein, qui s'appelait pas Bluefields, mais quelque chose comme Bluffels, je sais pas trop quoi. Nous, on leur a expliqué que les trésors, c'est très précieux, c'est caché, on le voit pas, mais c'est à vous. Et puis vous pouvez le sortir et le montrer, et puis le cacher. Et bien, ils ont beaucoup aimé ça. Donc ils vont vous dire qu'ils parlent une langue trésor. Donc la question, c'est comment on revitalise une langue trésor quand les gens ne parlent pas la langue, quand tout le monde est analphabète, mais alors analphabète profond, à part dans cette petite poche dans la jungle où se trouve cette communauté que je vous ai montrée en 93. Ils sont toujours là, ceux qui ont survécu. Et donc je laisse la parole à Israël, qui vient de faire un terrain, qui vient de passer du temps dans cette communauté en bas. Buenas tardes. Colette había dicho que yo soy del Pacífico. Soy del norte de Nicaragua y bueno, ahí es un lugar donde prácticamente las lenguas originales se han perdido. Y bueno, me he interesado en la parte de las lenguas originales de Nicaragua y pensé que una de las cosas era intentar hacer un proyecto en la parte donde se habla la lengua Rama, o algunas personas hablan todavía la lengua Rama. Bueno, mi proyecto es enfocado hacia algo que posiblemente algunas de ustedes han visto en las calles, que son los murales, pinturas en las paredes. Y bueno, esa es una tradición en Latinoamérica y en otras partes del mundo, y en el caso de Nicaragua es una evolución particular inspirada por los muralistas mexicanos. El punto es que hay para esto al menos dos enfoques pedagógicos que se usan como base, como plataforma para desarrollar una metodología junto con los niños. Y el primero de ellos es el enfoque de Paulo Freire, que es un pedagogo brasileño que se enfoca en la parte de alfabetización, enseñar a leer y escribir a la gente de los barrios pobres y de zonas marginadas. Y bueno, el caso de Freire es una cosa interesante porque se puede resumir en cinco principios. Uno de ellos es que se comienza la discusión tomando en cuenta la vida diaria, el ambiente local, el contexto de la comunidad. De ese contexto parten temas generadores, palabras que nosotros agarramos o tomamos y comenzamos a discutirlas, a desarrollarlas, y son palabras que reflejan situaciones que la comunidad vive. El tercero es problematizarlo, es decir, discutir, reflexionar, tratar de que las personas lleguen a entender algo a través de la discusión, a través del diálogo, y no a través de la imposición del conocimiento del maestro, que es lo que en Freire se conoce como la pedagogía bancaria, es decir,
depositar conocimiento en la mente de la persona. El cuarto es la concientización, que es un aspecto interesante, porque en muchos lugares la palabra, el concepto cultura, se hace exclusivo para una clase social. Y decimos que la persona es culta y el otro no es culto, cuando en realidad en el mundo, bueno, según Freire, la cultura es prácticamente el resultado de la acción del hombre sobre el mundo. Por ejemplo, si yo necesito cortar algo y busco un instrumento, el que sea, o lo elaboro, lo construyo, esa herramienta es un producto cultural. Es mi acción sobre los elementos naturales, sobre los materiales que encuentro en la naturaleza. Una vez que las personas pueden distinguir que cultura en realidad no es un concepto exclusivo de un grupo social, sino que también todos los seres humanos podemos producir cultura, la persona puede estar preparada para aprender. La otra cosa es que una vez que ellos entienden que la cultura es algo propio de los seres humanos, pueden empezar a hacer una acción política y cultural, tiene una carga ideológica, porque en realidad la cultura es el producto de la relación de nosotros los seres humanos con el mundo. El otro principio que se utiliza en el muralismo es en parte la pedagogía de Montessori. Si bien es cierto, Freire se enfoca en la educación popular, educación de adultos, Montessori se enfoca en la educación inicial, en la educación de los niños. Prácticamente los principios que se usan de la pedagogía de Montessori es aquellos que el niño puede explorar, donde el niño puede descubrir, puede experimentar, tiene la libertad para descubrir el mundo a través de la interacción. Y por ejemplo, contrario a la escuela tradicional, en el caso de Montessori el niño tiene la libertad para hacer, y obviamente la palabra disciplina en el caso de Freire, de Montessori, es sinónimo de actividad. Por ejemplo, cuando nosotros le damos la libertad al niño de hacer, el maestro o el educador tiene preparada una actividad que el niño tiene que realizar para enfocar su energía, ¿no? Bien, aplicando esos dos principios pedagógicos, pues en Nicaragua hay una metodología que se ha desarrollado, que se llama los talleres de muralismo. En esos talleres de muralismo se toman los principios pedagógicos tanto de Freire, de Montessori, un poco de Dewey también, pero no voy a entrar en ese detalle. Y el método del muralismo se enfoca en 5 principios. El primer principio, que es una relación de mutuo respeto entre estudiantes y maestros, es decir, los estudiantes y los maestros somos iguales, ¿no? En la escuela tradicional el maestro siempre tiene una posición predominante, el estudiante tiene una posición más baja, y en cambio en la escuela de Freire, en este concepto de escuela en Freire, el estudiante y el maestro tienen una posición de igualdad, una posición de respeto. La otra parte es la disposición de un espacio de trabajo, que los materiales, que lo que el niño y la niña necesita para trabajar esté disponible para que ellos puedan explorar y desarrollarse a su paso, dependiendo de su propio interés. El tercer principio es usar técnicas de enseñanza que puedan propiciar el trabajo colectivo. No es un trabajo de un individuo, sino que el diálogo siempre, la reflexión, el colectivo, y también que esto conduzca al autoaprendizaje. Niños, maestros, hacen todo juntos. No importa si el maestro viene de fuera, ¿no? Como se involucra en la vida de la comunidad, prácticamente es como un programa de inmersión. Aunque yo no sepa nada de la comunidad, al trabajar con los niños, al investigar, al planificar con ellos, yo voy aprendiendo a medida que vamos haciendo juntos. La otra cosa es hablar de contexto. Se supone que el contenido de los murales pues tiene que salir de la comunidad. En el caso de Nicaragua, ahora hablando de la revolución del 79, hablando del proceso de cambio social, y también se hablaba de la opción de usar la literatura latinoamericana, la historia,
los derechos de los niños, derechos de los pueblos, para ser utilizados como contenido de los murales. Y el quinto, que es la producción colectiva de estos murales. Ahora, como un ejemplo, ¿verdad?, de los murales en Nicaragua, hay estos dos murales que son de la ciudad de Bluefield. Si ustedes ven, representan asuntos históricos, como el caso de la esclavitud, representan la situación ambiental, que es un tema bastante de actualidad en esa región de Nicaragua, bueno, en todo el país. Bueno, el territorio Lama Criol, Colette había hablado un poco de él. Tiene 6 comunidades que están localizadas al sur de la ciudad de Bluefield, en el recuadro. Y bueno, este está un poco mezclado, ¿no?, porque hay comunidades que son ramas y criollos conviven en el mismo territorio. En el caso de mi trabajo, pues si ustedes ven por acá, está el Banco Cooktay, Punta de Águila, que es el nombre que le han puesto a la comunidad. El paisaje por ahí se ve más o menos como eso, las casas, la playa, un poco de selva, y la gente vive en comunidad con la naturaleza, bastante aislado en el sentido de que el transporte es limitado. Ahí hay una escuela, y es donde nosotros hemos estado, donde yo he estado trabajando con los talleres, con los niños. Hay algunas situaciones que yo quisiera hablar un poco. Por ejemplo, acá estamos en un periodo de reflexión, estamos discutiendo con los niños. Se dan situaciones en esta escuela, por ejemplo, donde los niños son muy tímidos. Ellos nunca, si el maestro viene y trata de preguntarles algo, los niños, en lugar de responder, a veces sonríen, otras veces agachan la cabeza, y es un poco difícil interactuar con ellos. En el caso de la metodología del muralismo, la idea es tratar de que el niño comience a expresarse, comience a interactuar con otros, comience a decir sus ideas y opiniones sin temor a equivocarse. No hay una regla que diga que el niño tiene que estar ahí en clase. Por ejemplo, ustedes ven, esta muchacha está por ahí durmiendo, perdió el interés. Había otra que estaba por allá sin integrarse, y uno de los problemas que hay en el caso de revitalización de lenguas en este tipo de comunidades es que muchas veces los individuos, los niños, no están interesados en aprender una lengua que no están usando para la vida diaria. Ellos están ahí como a la fuerza, por cumplir con la escuela. Y bueno, en ese momento la niña decidió irse a dormir a un lugar ahí. Aquí está un poco oscuro, pero ella siempre está en el círculo y está durmiendo. Aquí ya, si ustedes, no sé si pueden ver, está ella integrada dentro del grupo. Y por aquí, pues, al final una de las niñas dice: a mí no me gusta dibujar, no me gusta pintar. Sin embargo, las dos están en la parte exterior, dibujando aisladamente, y lo que descubrí yo es que en realidad lo que no les gustaba es prácticamente estar haciendo un dibujo colectivo con la participación de los demás, sino que estaban trabajando más aisladamente. La idea de los talleres era producir un texto que ustedes pueden ver, están en diferentes etapas. Por ejemplo, los dos chicos que están ahí descubrieron que mezclando diferentes colores en las pinturas es posible producir más colores o hacer diferentes matices, algo que no habían, nadie les enseñó. Simplemente en el experimento han ido descubriendo algunas cosas, cómo usar diferentes instrumentos para pintar. Ups. Creo que no. Oh, perdón. Sí. Estamos... Je vais couper le... Pardon. Sí, ça va recommencer. Gracias. Uno de los dibujos que hemos, como en la comunidad no hay paredes para pintar, no podemos hacer la parte grande de un mural, pues hemos usado papel, y eso es una de las partes que hemos producido. Y aquí ustedes pueden ver cómo ellos han tratado de representar su comunidad, su realidad.
la casa sobre la colina y en el dibujo la casa sobre la colina. El mar y el bote y los peces no se pueden ver en la foto, pero sí están detrás de la colina, en la parte de atrás. Y bueno, ahí tienen la Blue Energy. You Sí. see they have electricity. sí, ¿Ves? Que tienen electricidad de Blue Energy. sí, esa parte no está reflejada en el dibujo. Hablando de neologismo. Sí, posiblemente haya que inventar la palabra, ¿no? Ya la inventé. Ya la inventaron, pues. ¿Y esto? Se fue el dibujo. Creo que el dibujo está ahí, Ah. justo ahí. Las Qué imágenes producidas también en el taller, si pueden ver la calidad de algunas de las imágenes. No son artistas profesionales, pero en el transcurso del trabajo pues fueron perfeccionando, y algunos descubrieron que no son buenos para dibujar, pero sí para pintar. Y la idea es que todo el tiempo ellos están discutiendo y aprendiendo el uno del otro, y hasta producir un texto que creo que vamos a ver, que lo vamos a ver ahora, cómo ellos han... no, creo que se nos fue el video. Pero bueno, ahí solo está la imagen. La profesora de Rama no sabe leer y escribir. Ella llega y todo lo que sucede es eventual. No hay plan, no hay libro, no puede usarlo. Y bueno, ese día hemos usado con ella el producto del trabajo de los niños. Y bueno, tengo un video, pero no sé si lo puedo... Bueno, en la discusión en la lo puedes discusión. buscar. Ujú. Ok. Ella ahí está usando el método que prácticamente han usado antes, ¿no? Con las imágenes producidas por los estudiantes de Colette. La diferencia es que antes los estudiantes de la universidad producían las imágenes para la profesora. Ahora son los niños de la comunidad los que producen las imágenes. O sea, la idea es que una vez que ellos plasman alguna realidad visualmente, ella puede ponerle nombres en Rama a esa parte, aunque todo lo que se da por el momento es de forma oral. Ahí tenemos el equipo de trabajo, todos ellos, ¿verdad? Hijos de... Esta niña es hija de un hablante de Rama, esta es una criolla. El profesor es Rama, pero no habla la lengua de la que hablo. Esta niña a la que estoy señalando es nieta de la profesora, bisnieta de la persona que comenzó a trabajar con Colette al inicio. Y estos chicos que están aquí son personas que todavía no entran en la base de datos de hablantes, pero en el trabajo haciendo trabajo de campo, pues he descubierto de que sí manejan mucho Rama, porque al momento de interactuar con la imagen, cuando la profesora iba a decir el nombre del objeto representado, ellos ya lo habían dicho. Entonces hay una competencia incipiente de los chicos. La fille à gauche, là, c'est la fille de Pope. Ouais. C'est la fille du plus jeune locuteur. Je pourrais vous raconter l'histoire de ce gars, qui a 40 ans à peu près, avec qui j'ai jamais pu travailler, mais il envoie sa fille. Bien, pues, Et toi, tu as pu travailler avec lui. Oh, on ne met que 20 ans à établir une relation avec quelqu'un, et il me regarde toujours pas dans les yeux. Bien, el punto es al final de las sesiones, como observación, la integración de los niños fue mucho mayor, incluso aquellos que no estaban queriendo estar en la clase de Rama o que estaban mostrando algún tipo de desinterés, su integración fue mucho mayor al final del taller. Ça, c'est ce que disent les rabbins quand ils finissent un discours. Parce que quand un Indien se lève et parle, on n'a pas le droit d'interrompre. Ça peut durer 1h15, ça peut durer 10 secondes. Mais il dit Yad Kulu à la fin. Ça veut dire c'est fini. Voilà. Yad Kulu. C'est fini, c'est acabo, idon. Alors en créole, ils disent idon. C'est fini. Voilà. Donc moi, je voulais juste vous montrer qu'on a d'autres trucs pour la discussion. Je vous dis ce que c'est et on peut revenir dessus après.
l'histoire horrible que l'alternative au canal de Panama, le canal transocéanique, va démarrer exactement dans la baie que vous avez vue à Bangkok Taik. C'est-à-dire que cette communauté qu'on vous a montrée va être sous 30 mètres d'eau. Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà la tête que faisaient les Christina Walter quand on leur expliquait que le canal allait se faire. Le monsieur en bas est le plus jeune locuteur du Rama. On vous a mis des références. Il y a ce livre dans lequel j'ai 2 chapitres qui racontent le travail au Guatemala avant et le travail au Nicaragua en français. Et j'ai les PDF, donc je peux vous envoyer les PDF. Toute l'histoire de Miss Nora, toute l'histoire de pourquoi j'ai atterri là-bas. Il y a une logique. Et on vous a donné les références dans le... Voilà. Et moi, c'était de moi les photos des peintures murales. Il y en avait d'autres. Il y en avait une à Huracan avec une question sur ça, soi-disant, c'est du créole écrit. Voilà, la question de comment écrire. Et là, c'est 2 autres muraux qui sont intéressants parce que vous voyez comment tout le monde signe dans la rue, partout. Tout le monde signe, tous les participants du mural, de la peinture murale, signent. Donc c'est bien cette école de peinture murale qui fait que c'est un travail collectif, c'est discuter, on discute du thème, on se partage le travail et tout le monde signe.